Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de WonderVet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Debelle. Hello Delphine et bienvenue sur Veto Micro. Hello Colline. Alors Delphine, j'ai adoré dans ta présentation, quand je t'ai demandé de te présenter, tu m'as dit que tu faisais partie de la promo du siècle. C'est une promo qui est sortie en 1999 et toi tu es sortie de Maison Alfort. Pendant tes études, tu avais un attrait certain pour la faune sauvage. Tu as passé du temps à Pogre, où il y a un parcours safari, tu as fait un stage en Afrique, tu as fait un stage au zoo de Denver et tu es allée jusqu'à candidater pour un residency faune sauvage à Davis. Et malheureusement, tu as reçu un refus à cette candidature. Mais suite à ça, tu as rebondi et tu as choisi de t'orienter vers la canine. Et tu avais d'ailleurs, pendant tes études, déjà commencé à créer de l'expérience en faisant des remplacements en tant qu'ASV, en faisant des gardes. Et à l'issue de tes 4 années d'études, tu avais... en même temps que que tu préparais ta thèse, tu faisais des journées de remplacement pour gagner en expérience. Une fois que tu as eu ta thèse, tu as commencé à faire à prendre des postes en tant que ALD, aide longue durée, je ne sais pas si on dit encore comme ça aujourd'hui. Il y a eu d'ailleurs au moins un projet d'association, mais qui n'a pas abouti. Et puis, un jour, tu finis par acheter une clinique à Saint-André-de-l'Eure. Et, puisque tu aimes le challenge, tu as mené ce projet en même temps que tu avais ton 2e enfant. Et j'ai trouvé ça assez fou, tu pourras nous en dire un peu plus. Aujourd'hui, tu es associée avec une autre vétérinaire et vous avez ouvert une 2e clinique. Et ce qui te caractérise en tant que vétérinaire, c'est que tu as un fort attrait pour la médecine interne et c'est hyper important pour toi d'être aux petits soins pour la clientèle. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui représente bien qui tu es. Et tu as aussi, dans une autre de tes casquettes, un réel intérêt pour le management et c'est quelque chose dans lequel tu mets vraiment de l'énergie et qui est très important pour toi. Voilà pour la présentation. Donc Delphine, sans plus tarder, la première question traditionnelle qu'on pose à tous et toutes nos invités. Pourquoi est-ce que tu es devenue vétérinaire ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas devenue vétérinaire ? En fait, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Aussi loin que je m'en souvienne, mes premiers souvenirs de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ça a toujours été vétérinaire. Voilà, j'avais 4 ans, 5 ans et je serais vétérinaire et voilà. Et c'est toujours resté... À aucun moment, j'ai pu me dire que je pourrais faire autre chose. Ok. C'est toujours été une évidence. Ouais, c'est ça que j'entends. C'était l'évidence même. Okay. C'est vrai que j'ai toujours aimé les animaux et j'ai vécu dans un foyer où c'était interdit d'avoir les animaux à la maison. C'était sale, c'était vecteur de maladies. Mon père était chercheur. Okay. Et donc pour lui, les animaux, c'était les zoonoses et pas d'animaux à la maison. Donc j'ai été frustrée. Donc dès que j'ai quitté la maison, première chose que j'ai faite, j'ai pris un chat. Ok. Et t'avais quel âge quand t'as quitté la maison ? Eh ben quand je suis rentrée à Maison Alfort, donc 95, donc 19 ans. Ok. Donc t'as fait 1 an de prépa avant de rentrer à Maison Alfort ? 2, j'ai fait carré. 2. Ah ouais, j'étais pas sûre c'était pas tout à fait les mêmes règles que nous. Donc non, c'est ça. Nous, c'était 1 an de prépa, 4 ans d'école, mais effectivement, intégrer Bisu, c'était rare, donc il y a beaucoup de carré. Okay. Moi, j'ai fait carré, voilà. Ok, toi, t'as fait carré. Comment c'était pour toi, vraiment pour toi, Delphine, comment c'était ces études, ces 2 ans de prépa, ces 4 ans d'école ? Comment t'as vécu ça ? En fait, la prépa, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. De toute façon, toute ma vie, on m'avait dit oh là là, mais c'est super dur.
oh là là, va falloir que tu bosses. Oh là là, faut que tu sois la meilleure de ta classe. Je crois que j'ai entendu ça à peu près toute ma vie collégienne, primaire, tout le temps. Donc bon, voilà, je m'y attendais. Je savais que ce serait dur. Donc voilà, fallait bosser. Après, j'ai des très bons souvenirs. J'étais à Saint-Louis et en fait, on a intégré. Ça a été l'année en 95 où il y a eu le plus. Saint-Louis est devenu la première prépa à ce moment-là. Et donc, on a été beaucoup intégrés ensemble à Maison Alfort. Et c'est des amis que j'ai toujours aujourd'hui. Ça a créé des liens quand même vraiment très très forts. Ouais. Et qui restent aujourd'hui. C'est une amitié, c'est que ça crée quelque chose que tu recrées pas après. Donc non, moi globalement, je peux pas dire que j'ai mal vécu. Il a fallu bosser. Voilà, c'est tout. C'est sûr que tu fais tes premiers devoirs sur table en bio et t'as 4 et tu fais waouh. Voilà. Mais en même temps, on te l'avait dit que t'aurais 4, donc voilà. Okay. C'était bien. Et après, j'ai adoré. Vraiment, c'était les années d'étudiante que j'aurais rêvé d'avoir en fait. Okay. On était vraiment la promo du siècle, donc on s'entendait hyper bien. Enfin, après, je peux pas dire pour les autres promos, mais il y avait un truc, quoi. Il y avait un esprit de corps. Il y avait, voilà, même. Alors, je sais pas comment on dit aujourd'hui le bizutage, l'accueil, les brimades, ça comme tu veux, mais ça a été une super semaine. J'ai adoré ça et j'avais un super ancien. Que je salue. D'ailleurs, j'ai le droit de saluer mon ancien. Ouais, t'as le droit. Tu parles à qui tu veux. Je salue mon ancien Jean-François Loco, voilà, et qui était au petit soin en fait. Pour moi, j'ai jamais eu l'impression de subir quoi que ce soit pendant cette semaine-là. Okay. Et ça nous a vraiment créé des liens en fait entre nous qui ont été très forts. C'est vrai que après, il y avait pas ceux qui ont fait les brimades et ceux qui n'ont pas fait les brimades, parce qu'on est restés quand même hyper soudés malgré tout, même ceux qui n'avaient pas fait la semaine d'intégration. Mais c'est vrai que ceux avec qui je l'ai fait, ça a créé quelque chose de plus. Et ma copoulotte, c'est une de mes meilleures amies encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà. Et après, les 4 années d'école ont été juste magiques. Je voulais pas que ça se termine, quoi. C'était horrible. Voilà, j'ai pleuré quand ça s'est fini. Ça, c'était pas possible. Ouais. Donc voilà. Après, on reste toujours très proches. On a notre groupe WhatsApp. On s'envoie des messages souvent. On se voit. Voilà. Bon, là, ça fait plusieurs années que j'ai pas pu aller à la VAC, mais quand on y va, on revient avec un gros mal de tête en général, quoi. On ne dira pas pourquoi. On ne va pas encourager. Non, c'est pas que parce qu'on a beaucoup été au conf et qu'on a beaucoup appris de choses. Voilà, c'est ça. Pas mal de crâne pour apprendre. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais même après avec les promos au-dessus, les promos en dessous, c'est vraiment, je garde cet esprit de confraternité après futur, mais en tout cas, voilà, tu vis en autarcie sur l'école, t'es tout le temps avec tes potes, on part en vacances ensemble, enfin, c'était vraiment un super moment. J'ai adoré mes années d'école. Ok, trop bien. Et donc, pendant ces années-là, t'as vraiment mis de l'énergie pour faire des stages en faune sauvage, pour pouvoir peut-être te faire une place dans ce milieu-là. T'as dit que t'avais toujours aimé les animaux, que c'était évident pour toi d'être vétérinaire. À quel moment c'est venu cet attrait faune sauvage pour toi ? En fait, pareil, en même temps. En fait, moi, à l'époque, j'habitais en Afrique, donc moi, je voulais retourner vivre en Afrique. C'était mon rêve. Donc, il fallait que j'aille faire la faune sauvage africaine. C'était ça pour moi. Donc, et t'as grandi en Afrique ? J'ai passé 6 ans là-bas, de 3 ans à 9 ans. Et dans quel pays ? À Dakar, au Sénégal. Ok. Parce que mon père était chercheur, en fait. Voilà, et donc il avait fait une vacation par l'Institut Pasteur à Dakar. Ouais. Et donc voilà, pour moi, c'était forcément en Afrique que ma vie serait. Ok. Et donc voilà, comme je voulais surtout pas faire de la rurale et qu'ils nous font quand même beaucoup faire de rural au départ, dès que j'ai eu l'occasion d'aller faire des stages, donc fallait faire un stage chez un méthode rural en 3e année, je crois c'était, et donc moi je suis allée le faire en Afrique du Sud. Chez un véto rural, mais en Afrique du Sud, c'était beaucoup plus drôle. En 2e année, il fallait travailler dans un labo, voir un peu ce que c'était de la recherche et tout. Donc là, je suis allée au CDC d'Atlanta, mais pour aller travailler sur des singes. Okay. Donc voilà, ça a toujours été ça. Puis bon, c'est vrai qu'avec papa qui était chercheur, c'était facile de trouver du coup comme ça des solutions à l'étranger. Ça m'a beaucoup aidé, quoi.
Trop bien, génial. Et du coup, sachant qu'il y avait ce rêve-là et cette envie profonde de retourner vivre en Afrique, comment t'as vécu peut-être que le rêve faune sauvage s'arrête avec le refus de la residency à Davis. En fait, à un moment donné, déjà le fait d'avoir été 2 fois en Afrique du Sud, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, en fait, ils ont des vétos aussi là-bas, qui nous attendent pas nous avec nos rêves africains. Ils ont des écoles, ils forment leurs vétos et voilà. Et donc toi, quand t'arrives en disant mais moi je veux venir travailler chez vous, et ils te disent ouais c'est sympa, mais en fait on n'a pas de place pour toi quoi. Donc j'avais quand même déjà un petit peu commencé à me rendre compte que ça allait pas être si simple que ça, et que Dactari c'était bien sur les écrans, mais qu'en fait c'était pas du tout comme ça dans la vraie vie. J'avais grandi quand même, j'avais un petit peu pris du plomb dans l'aile, et je m'étais dit bon en fait ça va pas être possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'après je m'étais rabattue éventuellement sur la médecine de zoo. Parc zoologique. Donc c'est pour ça que j'avais commencé un petit peu. Après, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le syndrome de l'imposteur. Je pense que j'avais ça aussi. J'avais besoin d'être légitime, et donc j'avais besoin d'avoir la formation qui allait avec le projet professionnel que j'avais. Okay. Et à partir du moment où je n'ai pas pu avoir cette formation-là, j'ai décidé que c'était pas pour moi. Okay. Alors que dans ma promo et dans celle alentour, c'était vraiment l'époque où il y a eu une grande vague de vétos de zoo, chose qui se faisait pas tellement avant. Ils s'étaient pas tellement posé la question, eux, ils avaient cette appétence, mais ils se sont un peu tous auto-formés. Voilà, moi je me sentais pas du tout de faire ça, et donc un peu aussi comme une évidence, je me suis dit bon, en fait, voilà, tu t'y arriveras pas, tu seras pas à la hauteur, change, fais autre chose. Donc mais après, je suis pas le genre de personne qui regarde en arrière. Tu vois, à un moment donné, il y a une bifurcation. Ouais. Et bon, voilà, j'ai pas été à droite, je suis allée à gauche. Et une fois que j'ai pris le chemin de gauche, j'ai pris le chemin de gauche. Voilà, c'est tout, quoi. Ok. Et ce chemin de gauche, ça a été être vétérinaire en canine. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est la canine que tu as choisie et pas du labo, de l'équine, de la rurale? Parce que j'ai découvert la clientèle, en fait. Je m'étais toujours dit, puis alors à l'école on cultive aussi un petit peu énormément ce sentiment-là, que le petit chien chira sa mémère, les propriétaires ils sont tous chiants, ce serait bien de soigner les animaux sans leur propriétaire au bout de la laisse. Enfin, je sais pas si on vous disait ça à l'école aussi à l'époque, mais alors nous, qu'est-ce qu'on a pu entendre, et puis on se le disait entre nous. Enfin voilà, c'était vraiment. Et j'ai pratiqué mon premier emploi, donc quand je faisais ma thèse, je travaillais 2 jours par semaine pour pouvoir m'occuper de ma thèse à côté. Et le vétérinaire qui a été un peu mon mentor, en fait, était quelqu'un qui avait une super clientèle et qui avait une relation avec sa clientèle qui était géniale. C'est quelqu'un, je le remercie encore, le docteur Éric Dupont à Aulnay-sous-Bois. Si tu m'entends, merci. Il a été une révélation pour moi, de se rendre compte qu'on pouvait se faire ce métier avec son cœur. Et j'ai découvert la clientèle. Et finalement, j'ai découvert que j'aimais bien cette relation, ce contact, la confiance qui s'installe. Et puis prendre soin des animaux, mais aussi prendre soin de leurs propriétaires. Et ça m'a plu, voilà. Donc du coup, c'était pas possible pour le coup qu'il y ait plus de propriétaires. Ah ouais, c'est génial, hein. C'est que un rêve a laissé de la place à un autre. Enfin, peut-être que le mot rêve est pas bien choisi, mais j'entends qu'il y avait vraiment une envie, un attrait Afrique, grands animaux, faune sauvage, etc. Et que d'avoir découvert ce que c'est de prendre soin des gens avec leurs animaux et pas juste de l'animal, ça a créé un nouvel appel, quoi. Mais c'est ça que je veux faire, c'est génial, c'est ça? C'est ça. C'était pas tant pis, un peu par défaut, quoi. Ouais. Finalement, j'ai découvert autre chose et qui était, alors je peux pas dire si c'était aussi bien parce que n'ayant pas vraiment vécu la première expérience, je ne peux pas comparer, mais en tout cas qui m'a plu et du coup j'ai pas eu l'impression d'avoir raté quelque chose, quoi. Trop bien. Donc du coup, tu te dis, canine, c'est parti. Moi, j'aime la clientèle. Comment tu fais ton choix pour cette expérience une fois que tu as eu ta thèse et que tu as terminé ce remplacement-là à Aulnay-sous-Bois? Comment tu fais le choix pour le métier suivant, le poste suivant? Après, c'est des choix de vie. C'est-à-dire que je voulais plus être sur Paris. Je voulais quand même quitter la région parisienne. J'ai une de mes copines de promo qui était en Normandie, qui est toujours en Normandie, donc
dans le 27, enfin dans l'Eure, le même département que moi. Et donc j'allais monter à cheval avec elle tous les week-ends. J'étais tout le temps fourrée chez elle. Donc à un moment donné, je me suis dit bon, pourquoi rester sur Paris? J'avais fini d'écrire ma thèse. C'était très pratique quand je devais aller parce que j'avais fait une thèse bibliographique, donc il fallait que j'aille dans toutes les bibliothèques possibles pour trouver tout ce qui avait été publié sur mon sujet. Mais là, en fait, j'avais plus vraiment besoin d'être sur Paris. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller en Normandie. Alors après, à l'époque, c'était pas le même contexte du monde du travail vétérinaire qu'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait moins de cliniques qui cherchaient que de vétérinaires qui cherchaient du travail. Et donc, j'ai ouvert. Ça va faire rire un peu tout le monde. Je suis pas si vieille que ça, mais quand même à l'époque, on ouvrait la semaine des vétérinaires et la dépêche vétérinaire, et à la fin, il y avait les petites annonces. Et tu regardais les petites annonces des vétos qui cherchaient dans ta région. Voilà, ça se passait comme ça. Et donc en Normandie, il y avait Pacy-sur-Eure et Gisors. Voilà, c'était les deux qui cherchaient à l'époque, à peu près dans le coin où je voulais. Et donc je suis allée voir les deux cliniques et celle qui m'a plu, les deux étaient acceptées. Bon, ça a bien matché et tout, mais celle qui me plaisait le plus, c'était Pacy. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fini dans l'Eure. Vraiment un hasard. Et donc du coup, je me suis rapprochée de chez ma copine et donc c'était encore plus facile pour aller monter à cheval tous les week-ends, etc. quoi. Ok, trop bien. Et c'était un poste canine pure. Canine pure, voilà. Donc là pour le coup, je passais à un temps plein. Ok. Et en changeant de clientèle, comment ça s'est passé pour toi de prendre tes marques? Parce que t'as dit que le premier docteur qui t'a vraiment donné le goût à la clientèle, il avait une super clientèle qui t'a beaucoup plu. Et là, tu changes de clientèle, tu changes de région, donc mine de rien, ça change. Comment tu vis l'entrée dans cette nouvelle clientèle avec ce poste, avec en plus, tu passes de 2 jours semaine, il me semble, à un temps plein. Comment ça se passe pour toi, cette transition en tant que jeune véto, toute fraîche sortie d'école? Alors j'étais plus trop fraîche sortie d'école, parce que ça faisait quand même 2 ans. Ça faisait 2 ans, ok. Ah, ça faisait 2 ans, je suis restée 2 ans à Aulnay. Ok. Et donc j'étais plus trop fraîche. Là, je commençais à sentir que je savais faire des trucs, Ouais, quand même. Et puis là, pour le coup, c'est la campagne, donc la clientèle est encore plus facile qu'en région parisienne. Les gens sont vraiment gentils. Ouais. C'est là aussi où je découvre que finalement la clientèle, elle te ressemble. C'est-à-dire que tu finis par avoir les clients qui veulent te revoir toi parce que ça a matché, parce que ça se passe bien. Et donc en fait, on dit toujours qu'on éduque sa clientèle. C'est pas tellement qu'on l'éduque, c'est qu'en fait on attire les gens avec qui on a un bon feeling et des bons rapports. Donc ça se passe très bien. Et qu'est-ce qui a fait que derrière ça a pas été ce job-là toute ta vie? Comment ça s'est fait pour changer, passer à autre chose? Déjà parce que quand tu sortais de l'école à mon époque aussi, tu sortais pour t'installer. Tu allais te mettre en libéral. La question du salariat se posait assez peu en fait à l'époque. Vétérinaire, c'était libéral, point quoi. Donc c'est très rare étaient ceux qui voulaient rester salariés. Et donc moi je voulais m'associer, je voulais être à mon compte. Et donc ça a été rapidement aussi quand dans l'embauche, je lui avais dit moi je cherche à m'associer. Il m'avait dit justement avec mon associé on va se séparer, donc je vais reprendre un associé plus tard, donc on s'associera, mais donne-moi 2-3 ans. Ok, 2-3 ans, ça laisse le temps de voir que tout va bien. Puis au bout de 6 ans, on s'était toujours pas associé. Et puis c'était aussi voilà, ça permet d'apprendre aussi que on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes raisons de faire notre travail, on n'a pas tous à cœur la même chose. Et c'était quelqu'un avec qui je n'étais pas d'accord sur des fondamentaux. Donc voilà. Alors, et puis encore une fois, il n'y avait pas encore autant d'opportunités de poste que celles qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc voilà, donc je suis restée 6 ans là-bas. Techniquement, j'ai pas forcément appris grand chose, mais c'est quand même là où j'ai commencé à me former toute seule comme une grande avec mes petits deniers, mais en échographie, toujours mon petit syndrome de l'imposteur qui m'a rattrapée parce que comme j'étais quand même dans mes études axée faune sauvage, j'avais pas forcément beaucoup approfondi la médecine des animaux de compagnie, donc besoin de me former et donc la VAC, je faisais toutes les formations qui m'intéressaient en médecine parce que c'était surtout la médecine que je voulais faire. Donc voilà, ça a été une période d'auto-formation parce que sur place c'est pas là où j'ai le plus appris et
et voilà. Mais ça, pareil, c'est des très bons souvenirs. Il y a une des ASV que j'ai rencontrées là-bas qui travaille avec moi aujourd'hui. Ah ouais. Elle m'a suivi. Génial. Ouais. Donc, c'était des super rencontres. J'ai rencontré des super personnes. Super. Mm. Et du coup, une fois que tu arrives au bout de ces 6 ans d'expérience et que l'association ne se fait pas, comment tu fais pour la suite de ta carrière? Qu'est-ce qui fait que tu choisis un job et pas un autre? En fait, mon mari a eu un poste à Saint-Étienne dans le 42. Ok. Donc, c'était bien. Du coup, j'avais plus de clause de non-concurrence. Du coup, on était à 500 kilomètres, donc c'était bien. Donc, voilà. Donc, on est parti. Ok. Et là, t'as recommencé la semaine, la dépêche, les petites annonces. Exactement. Exactement. Parce que le contexte n'était toujours pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc, exactement, j'ai recommencé la semaine, la dépêche, déposer mes CV dans toutes les cliniques alentours, savoir. Alors, en plus, là-bas, il y a beaucoup de rural. Donc là, c'était quand même un gros frein parce que j'ai fait, oula, ça va être compliqué. Et j'ai fini d'ailleurs dans une clinique de mixte, ils faisaient de l'équine, de la rurale et de la canine, mais ils cherchaient un canin pur, donc ça m'allait très bien. Ouais, ouf, parce que Ouf. a priori, Ouf. la rurale et l'équine, c'est pas ton truc, quoi. Ah non. Ah non. Je monte à cheval, mais je ne les soigne pas. Ok, ça marche. Et alors, étant donné qu'il y avait quand même cet objectif pour toi, cette évidence de devenir un jour libéral et donc d'avoir ta propre clinique, ou en tout cas d'être associé, comment t'en viens à ce projet à Saint-André-de-l'Eure? Parce que je me plais pas du tout en Haute-Loire, parce qu'on était dans le 43, du coup on habitait dans le 43, je travaillais dans le 43. Alors j'avais une super clinique. Là pour le coup j'ai rencontré des gens formidables qui prenaient vraiment soin de leur clientèle, qui d'un point de vue médical étaient plus en accord avec comment moi je voyais les choses. Okay. J'ai appris des choses là-bas, on a mis en place des protocoles, notamment c'est là où j'ai découvert la morphine. Donc voilà, de lutte contre la douleur, de confort des animaux, de bien-être animal. Donc ça c'était vraiment chouette. Mais par contre la région c'était très compliqué. Il neigeait 6 mois par an et pas de la neige où tu peux aller skier. Hein, c'est trop bas pour pouvoir skier. Donc c'est que du ski de fond. C'est pas trop mon kiff. Et puis voilà, vraiment beaucoup de mal à s'intégrer à ce moment-là. Donc on avait déjà un petit garçon, donc toi tu te dis bon il va à l'école, tu vas rencontrer des parents. Là je faisais pas un temps plein, j'avais pas trouvé de temps plein, donc je faisais 3/4 temps à peu près. Okay. Donc j'avais du temps pour faire des sorties scolaires. Enfin voilà, j'ai essayé de m'intégrer à la vie et c'est jamais passé quoi, jamais réussi à rentrer. Et puis vraiment la Normandie me manquait. J'aimais vraiment beaucoup cette région. Tu préfères la pluie à la neige en fait, toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai, il ne pleut pas tant que ça en Normandie. J'adore, C'est pas faux. tant que ça. Oui, mais je te crois sur parole. Hein. C'est faux. Non, j'adore la neige, mais pour aller au sport d'hiver, voilà. Oui. Pas pour justement quand t'as un enfant de 3 ans, tu vois qu'il faut que tu l'habilles en combi, que tu lui mettes des bottes, qu'il faut que tu mettes tes pneus neige parce que tu peux pas sortir de chez toi sinon. Enfin, c'était l'enfer. Et mais vraiment par contre des gens encore une fois formidables et des super rencontres. Et donc je ziotais toujours les fameuses petites annonces et donc je vois clinique à vendre à Saint-André-de-l'Eure, donc pas très loin de Passy-sur-Eure du coup. Okay. Donc c'était vraiment dans le même coin géographique. Un vétérinaire que je connaissais par ouï-dire. Et donc, je savais que c'était quelqu'un qui était très branché médecine alternative. Je faisais de l'ostéopathie, lui, beaucoup. Okay. Et donc, il y avait un potentiel. Je pense que j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. J'ai toujours pensé en potentiel de développement. Voilà. Et puis, je savais, du coup, et ça, c'est formidable, je trouve, d'avoir pu quand même bouger, d'avoir vu plusieurs cliniques, d'avoir vu plusieurs façons de faire. Je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas. Là, la clinique où j'étais à cette époque-là, ils étaient 5 associés. Et ils m'avaient proposé d'ailleurs de rentrer en tant que 6e, eux, pour le coup. Et je savais que je voulais pas ça parce que j'ai quand même une personnalité assez forte et que je sais ce que je veux et que quand t'arrives 6e, tu te dis que ça va être compliqué d'imposer un petit peu ton point de vue et que j'avais pas envie de me battre par contre parce que autant je sais ce que je veux, mais j'aime pas me battre pour pour faire valoir mon point de vue. Donc, je m'étais dit que finalement, je voulais être seule associée, en tout cas, avec un salarié.
Je voulais pouvoir travailler 4 jours par semaine parce que pour moi c'était un bon rythme. Je voulais mes mercredis pour pouvoir m'occuper de mes enfants et mes week-ends parce que mon mari du coup rentrait le week-end en Normandie. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai créé. Je me suis créé ce qu'il me fallait. Ok. Donc, t'es allée racheter cette clinique. Oui, c'est ça. Et dans cette clinique, il y avait déjà certains salariés que tu as gardés. Alors il y avait une salariée mais qui partait, Une veto, une ASV. une veto. Une veto. Ok. Alors les ASV, je les ai gardés. Il y en avait 2. Ok. Et il y avait une veto qui partait. Donc ça a été un petit peu dur au début parce que, comme tu disais, j'ai eu ce projet-là, j'étais enceinte. Ok. Et donc quand j'ai finalement racheté et que ça s'est fait, Mathéo, il avait 6 mois. Donc Ok. ça a été un peu rose parce que du coup j'étais seule, son mari était pas là. Et je travaillais 6 jours sur 7, j'avais pas d'emplaçant, donc du lundi au samedi. Donc là, ça a fait un peu ouf. Mais en fait, t'es sur la vague, quoi. T'es ouah, je suis chez moi, j'ai ma clinique. Ouais. Je me suis vraiment pas posé de questions, quoi. Hein. C'était comme ça, il fallait le faire et allez hop, vogue la galère et c'est parti, quoi. Et Mathéo, le samedi, il était où? Parce que les crèches, tout ça. Enfin, tu vois, c'était quoi ta stratégie pour attends, t'es à la campagne, donc chez nous les crèches ça n'existe pas. Ah d'accord, même pas. Ok. Non. Nous avons des nounous. Des nounous. Ok. Nous avons des nounous. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, ça faisait partie des critères, ça a toujours fait partie des critères de choix, parce que là, tu me parles de Mathéo quand j'étais en libéral, mais en fait, quand j'étais en salarié, et que j'avais Lucas, qui était bébé aussi, mon mari travaillait le samedi aussi. Moi, je travaillais un samedi sur 2. Ok. Voilà. Donc, ça a toujours fait partie de mes critères de choix. Moi, nounou, il faut qu'elle travaille le samedi. Si elle travaille pas le samedi, c'est pas ma nounou. Et qu'elle accepte les horaires hyper flexibles. Parce que du coup, à l'époque où j'avais Lucas, donc quand j'étais à mon premier à Passy-sur-Eure, je pouvais terminer des fois très tard. Mon mari finissait lui aussi tard. Et des fois, il était pas là, il était en déplacement. Et donc, ça m'est déjà arrivé de laisser Lucas dormir chez la nounou, passer la nuit là-bas. Et je le récupérais le lendemain soir. J'avais une super nounou qui avait des enfants, qui étaient ravis de garder mon fils une nuit de plus. Et donc voilà, je l'appelais, je disais Sandrine, finalement là ce soir, je vais pas pouvoir venir chercher Lucas parce qu'il est 22h. Elle me dit mais c'est pas grave, t'inquiète, il va dormir à la maison. Et j'ai eu cette chance-là aussi de toujours trouver des nounous top qui gardaient les enfants, qui comprenaient les horaires flexibles, voilà, que ça te gênait pas de travailler le samedi, voilà. Et puis dès que j'ai pu, j'ai pris une nounou à domicile. Ok. Pour le coup. Et c'est quoi qui t'a permis de faire ça? Le salaire. Ok. Le salaire. Quand j'ai commencé, j'avais été hyper prudente, tu vois, au niveau de mon salaire. Donc, mais la clinique s'est vite développée, j'ai vite pu augmenter mon salaire et donc rapidement, je me suis payée ma nounou à domicile. Ok. Et du coup, à l'époque, donc ça a probablement un petit peu commencé à évoluer. C'est en quelle année l'achat de Saint-André-de-Lard? Ça va tellement vite. 2010. 2010. Ok, 2010, il y a 14 ans. Ouais. Donc en 2010, donc ça a un peu commencé à évoluer la quantité de vétos qui cherchent et la quantité de vétos sur le marché. Comment ça s'est passé pour toi pour trouver le ou la première veto qui est venue à tes côtés dans l'équipe? Parce que tu avais 2 ASV, mais tu étais seule veto. Comment ça s'est passé cette recherche et cette première embauche? Tu poses des annonces, puis t'as pas de candidat, parce que ça commençait effectivement déjà à être un petit peu tendu. Okay. Mais en fait, une des anciennes ALD, anciennes salariées du vétérinaire que j'ai racheté, du docteur Plantier, m'a contactée en me disant j'ai vu que tu cherchais, moi j'avais bien aimé la clientèle, j'avais bien aimé travailler là, si tu veux, je suis dispo. Bien, mais viens. donc voilà, donc en fait assez rapidement j'ai retrouvé quelqu'un. Okay. Donc en fait ça a été compliqué 2-3 mois. Ah ouais. Après j'ai eu une salariée après j'ai trouvé une salariée. Je faisais pas de garde à l'époque. Voilà, parce que je pouvais pas. Je pouvais pas. Alors là, pour le coup, enchaîner jour-nuit, faut quand même pas être. Voilà, c'est pas possible. Donc, je faisais pas de garde à l'époque, et donc voilà. Donc là, j'ai eu une première salariée qui est venue, et puis voilà. Après, c'était parti. Ok. Oui, après ça n'a fait plus que grossir, quoi. C'est ça. En fait, j'ai eu des clients de mon ancienne clinique qui ont su que j'étais revenue, qui sont venus.
plus, ça s'est développé parce que, comme je te disais, le docteur Planty faisait surtout de l'ostéopathie, donc ça, c'est un attrait pour un certain type de clientèle, mais tous ceux qui n'étaient pas tellement attirés par ça, en fait, ne venaient pas. Et donc, il a fallu 6 mois à peu près pour que ça se développe. Okay. Mais ça a été un développement vraiment en flèche. C'était le chiffre d'affaires qui faisait entre 10 et 20% de progression tous les ans, quoi. Donc, ça a monté très, très, très vite. Okay. Très, très, très vite. Donc, au bout de 4 ans, on a eu besoin de locaux plus grands. Ouais. Donc, au bout de 4 ans, déménagement total de la clinique. Oui. Ok. C'est ça. Avec une construction ou avec un rachat? Avec une construction. Construction neuve, ok. Et ça s'est passé comment? Parce que c'est une aventure aussi, une construction. Tes enfants, ils sont encore petits. Alors ça, pour le coup, c'est vrai que ça a été, je pense, la plus grosse aventure. Ça pourrait paraître fou, mais puisqu'en plus j'avais quand même une société qui s'occupait de tout, un chef de chantier qui s'occupait de tout. Mais oui, il faut gérer tellement de choses en fait. On t'appelle tout le temps. Alors faut aller choisir le carrelage. Qu'est-ce que vous voulez comme meuble? Où est-ce qu'on met les prises? T'es tout le temps sollicité. Ça se passe pendant. Ça a été un parcours du combattant en fait au départ. Pour avoir le terrain, pour pouvoir parce qu'après le terrain en fait il y avait des marnières, donc il a fallu faire des études de sol. Enfin, en gros, très honnêtement, j'ai commencé le projet parce que ça s'est développé tellement vite. J'ai commencé le projet en 2011, donc 1 an et demi après avoir racheté en fait. Okay. Parce que oui, en décembre 2011, j'ai commencé à bosser sur le projet. Et donc la construction a commencé en juin 2014. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que à chaque fois il y avait un truc qui n'allait pas, donc mais on a fini par y arriver. Donc ça déjà c'est fatigant, et puis les travaux c'est vraiment fatigant. Et là je pense j'ai fini les travaux, j'ai une grosse période d'épuisement, vraiment épuisement mental et physique extrême. Ça a été vraiment dur. Mais j'ai la chance et ça depuis le début d'être hyper bien entourée par mon équipe. Ok. Et ça a jamais été un projet que j'ai fait seule. Donc voilà, comme je t'ai dit, j'ai une de mes ASV, Elodie, que j'avais connue à Passy, qui est venue me rejoindre en 2011, elle aussi, donc tu vois, assez vite. Et donc voilà, elle c'est mon bras droit, et puis mon associé actuel, donc j'ai embauché en début 2014, elle a été là aussi sur une partie, du coup pendant tout le projet. Elle est vraiment top ici, mais puis voilà, avec toutes les ASV, enfin c'est une équipe. Ça a toujours été un travail d'équipe. Et la clinique des Trois Fontaines, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas nommer la clinique du nom du lieu, donc je ne pouvais pas l'appeler la clinique vétérinaire de Saint-André-de-l'Eure, il fallait qu'elle ait un nom autre. Donc je lui ai trouvé les Trois Fontaines, et ça a jamais été la clinique de Delphine Debelle. Ça a toujours été la clinique de l'équipe des Trois Fontaines. Voilà. Okay. Et donc je l'ai pas porté toute seule ce projet, et même si ça a été une période difficile et fatigante, j'ai toujours été très très épaulée. Ok, génial. Et comment ça s'est fait alors cette association avec ton associé actuel? On peut la nommer? Ouais, Elina Sommeil. Ouais. Elina Comment t'es passée Elina qui est une salariée à Elina qui est une associée? Comment s'est fait la décision entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Elina, elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle est venue me voir en me disant, moi je veux bien bosser chez toi, mais je veux m'associer. C'était clair depuis le départ. Elle voulait du libéral. Alors Elina, elle est arrivée chez moi complètement par hasard, parce que alors je cherchais quelqu'un. Mais elle voulait aller en bord de mer, de préférence Bretagne ou le Pays de la Loire, et donc pas du tout à Saint-André-de-l'Eure, ça ne branchait pas. Mais elle avait fait un remplat congé maternité chez ma meilleure amie, et elle avait été partie chez ma meilleure amie pour aller en Bretagne, et ça s'était hyper mal passé. Elle avait fait 1 semaine là-bas, elle avait dit attends mais ça va pas être possible, je peux pas travailler là-bas. Ils opéraient sans gants, enfin bon, on a dit non, ça va pas être possible. Et donc Nathalie lui a dit écoute, attends, moi j'ai ma meilleure amie qui cherche, vous entendriez trop bien toutes les deux, faut que tu l'appelles. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, c'est comme ça qu'elle est venue bosser chez moi. Et Elina, c'est mon rock, c'est ma force tranquille, c'est tout l'inverse de moi. Tu vois, moi je suis très exubérante, je suis pleine d'énergie, il faut que ça fonce, faut que ça y aille, je suis plein de projets tout le temps. Chaque fois que je lui dis Elina, faut que je te parle, elle me dit qu'est-ce que tu m'as encore trouvé, qu'est-ce que tu as encore envie de faire, c'est pas possible.
Mais par contre, elle va me donner les moyens d'accomplir mon rêve. Ouais, on est le yin et le yang toutes les deux. Et donc très très vite, en fait, on s'est dit que ça allait très bien se passer. Okay. Après, elle voulait avoir son premier enfant avant. Elle voulait, elle s'est mariée. Enfin voilà, ses projets perso qu'elle voulait aboutir avant de s'associer. Okay. C'est pour ça qu'on a pris 4 ans. Mais en fait, ça faisait déjà 2-3 bonnes années qu'elle avait un rôle d'associée. Elle faisait de l'administratif avec moi. Je la consultais pour les décisions. On y réfléchissait ensemble. Okay. Voilà, je l'avais déjà intégrée dans le process, et ce qui a permis de voir qu'on fonctionnait très bien ensemble aussi. Du coup, je trouve ça bien d'avoir fait ça comme ça. Ok. Et il y avait d'autres vétos salariés à ce moment-là? Ouais. Et comment ça se passait du coup, parce que Elina, elle était arrivée, c'était clair qu'elle voulait s'associer, et donc rapidement, vous avez senti que ça pourrait bien matcher. Et en même temps, elle n'avait pas encore ce titre-là, et qu'elle avait déjà certaines responsabilités, certains rôles. Comment ça se passait avec le reste de l'équipe vétérinaire qui, du coup, avait pas exactement ce même rôle-là, parce que c'est un peu entre deux? Comment vous l'avez vécu, ça? Alors, je ne sais pas comment elle l'a vécu, parce qu'il faudra lui poser la question, mais je pense très bien. Et puis, pour moi, ça a toujours été ma future associée. Donc, en fait, elle avait ce statut de future associée. Elle n'était pas encore associée parce que pour des raisons perso, mais c'était une future associée. Donc, et pour les ASV, c'était pareil. Le statut d'Elina était à part, et elle savait que quand j'étais pas là, elles allaient demander à Elina. Ok. Et donc c'était nommé, en fait, c'est Elina, c'est ma future associée, donc c'est pour ça qu'elle a ces rôles-là, ces responsabilités, qu'elle peut prendre certaines décisions. En fait, moi, je suis persuadée que il faut être honnête et sincère et authentique, et dire les choses telles qu'elles sont. Je ne cache rien à mes salariés. Tous les ans, on leur fait un compte rendu de bilan. On leur explique le bilan chiffré. On leur donne les chiffres. Ils savent combien est-ce que coûtent les dirigeantes, combien coûte leur salaire, qu'est-ce qu'on a dépensé, est-ce que ça a bien marché, pas bien marché, quel a été le résultat des investissements qu'on a pu faire. Voilà, est-ce qu'on embauche, est-ce qu'on n'embauche pas. Là, on est dans une période de nouveau d'embauche. Et donc, je leur demande leur avis, ce qu'elles ont pensé de la personne qui est venue nous voir. Il y a vraiment une communication qui est très libre et très ouverte. Il y a rien de caché. Il y a pas, voilà. Et donc, les choses ont toujours été claires. Elina, elle allait s'associer, et voilà. Point. Ouais, génial. J'imagine que ça facilite énormément la position. Tu vois, moi, je peux imaginer, en tant que si j'étais vétérinaire salarié, je sais que cette personne-là, elle est sur la montée, et donc, voilà, il y a certains rôles qu'elle a et pas moi, c'est pas une question de préférence, il y a pas de guéguerre à avoir, c'est juste, bah oui, mais en même temps, elle veut ça en termes d'association, moi je veux pas, normal, quoi. Et je trouve ça pertinent que les choses soient dites, même quand elles sont pas encore actées. Il y a quelque chose qui permet de s'habituer. En plus, il y a une espèce de transition douce. Ouais, ok, c'est chouette. Oui, c'est ça. Puis les vétérinaires salariés qu'on avait à l'époque ne souhaitaient pas l'association. Donc question se posait pas, en fait. Et oui. Ah oui, c'est sûr que ça facilite, hein. Quand tout le monde a ce qu'il veut, au final, c'est assez chouette. Aujourd'hui, vous avez une équipe sur 2 cliniques, sur 2 structures. Il y a combien de salariés pour 2 associés? En veto ou en ASV? Au total. Et après, tu peux me faire le détail. Au total. Donc, on a 15 salariés et 2 associés. Ok. Combien de vétos, combien d'ASV? Donc, il y a 4 vétos salariés et 11 ASV. Ok. Et c'est en recrutement? Et on est en recrutement. Donc, les ASV, c'est parce on a malheureusement une ASV qui est très malade et qui ne reviendra pas travailler. Et on a des remplacements là qui vont arriver. Et pour les vétos, on a une véto qui est en arrêt maladie aussi, et on a 2 vétos qui sont partis pour des raisons personnelles, parce que c'est la vie, et donc voilà, qu'il faut remplacer. Ouais. Donc on devrait être 2 vétos de plus, et on va réembaucher une ASV. Ouais. Donc on sera 6 vétos salariés et 12 ASV. Ok. Ouais, donc ça fait 6 salariés vétos plus 2 associés. Donc ça ferait 8 avec l'équipe complète. Okay. C'est ça. C'est quasiment les proportions de l'Angleterre.
En En Angleterre, termes ils de ont, veto et d'ASV. ouais, c'est souvent 1 pour 2. Il y a un veto pour 2 nurses. Et moi, je me souviens du confort de travail que ça amène. C'est ça. C'est sûr qu'il faut rentrer le chiffre pour payer toutes ces personnes-là. Mais ça amène un confort de travail et une efficacité qui est redoutable. Avec Elina, à un moment quand elle s'est associée, du coup, je lui ai dit, voilà, en tant qu'associée, tu vas gagner tant. Et je lui ai dit, est-ce que ça te va? Est-ce que par mois, on gagnait 4 000 € net par mois. Ok. Sachant que c'est l'Earl qui paye toutes nos charges à côté, etc. Et puis après, il y a les dividendes qui permettent d'avoir plus ou moins en fonction des années. Et je lui disais, est-ce que ça te va? Et elle m'a dit, alors, elle fait ses calculs, machin, elle me dit, oui, ça me suffit largement pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et en fait, avec Elina, on a cette philosophie-là. C'est-à-dire, gagner 12 000 € par mois, ouais, je suis sûre qu'on pourrait y arriver. Enfin, j'exagère peut-être pour 12 000, mais on pourrait gagner en tout cas beaucoup plus. Mais en fait, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ça nous suffit pour notre vie de tous les jours, pour partir en vacances, pour faire plaisir à nos enfants. Franchement, c'est un bon salaire, ça nous va. Et à côté de ça, tous les jours, on se fait plaisir. Parce qu'effectivement, on a plein d'ASV, on achète du matos. Alors des fois, le laser, Lina, elle voulait absolument le laser. On n'a pas du tout rentabilisé, mais elle est hyper contente parce qu'elle a son laser et c'est pas grave en fait. Et c'est un peu notre philosophie, c'est que on s'en fiche de gagner moins en termes de salaire, mais on se fait plaisir tous les jours. On a des bonnes conditions de travail et ça, pour le coup, ça vaut plus qu'un bon salaire. C'est important, c'est une belle philosophie de vie. De dire, moi, je préfère avoir moins d'argent sur mon compte et avoir plus de plaisir quotidien dans les 8, 9, 10 heures par jour que je passe au travail, quoi. Génial. C'est important d'avoir l'associé qui est d'accord avec ça. Eh oui, on est bien d'accord. Dans les 2 associés, comment vous répartissez le rôle de manager? Alors ça s'est fait hyper naturellement aussi parce que Elina, elle aime pas ça du tout. C'est pas son truc. C'est pas son truc. Et moi, j'adore prendre soin. Alors, c'est pas qu'elle aime pas prendre soin. C'est pas quelqu'un. Elle est adorable, je l'adore. Mais voilà, moi, j'adore prendre soin. J'adore le cocooning. J'adore mettre le petit chocolat à côté de la tasse de café. Enfin, voilà, c'est mon truc. Okay. Elina, elle est beaucoup plus dans l'opérationnel. Ouais. Et donc, très rapidement, en fait, ça s'est réparti comme ça. Moi, je fais la RH et elle fait tout ce qui est stratégie, suivi de chiffres. Et et ça marche très très bien comme ça parce que du coup on s'éclate toutes les deux dans ce qu'on fait, dans les rôles qu'on s'est répartis. Ouais. C'est quoi alors qui t'éclate dans le rôle de manager? Je te l'ai dit, c'est toujours ce côté prendre soin. C'est de pouvoir les aider, c'est de pouvoir identifier les besoins, c'est de pouvoir les voir grandir, les voir progresser, les aider à développer leurs envies, leurs affinités. J'ai une ASV qui a fait la formation Cap Douleur, qui fait de la physiothérapie du coup sur les patients, elle adore ça. On a des vétos, j'ai une véto qui fait de l'ostéo, j'avais une autre véto qui est partie depuis mais qui avait fait la formation de physiothérapie aussi. Là dans les dernières vétos qui sont parties, il y en a une qui voulait faire une formation d'acupuncture et elles se sont éclatées à apprendre ça, à développer des nouvelles compétences. Et c'est important en fait de laisser chacun s'épanouir et voilà parce que je sais pas, c'est gratifiant, je trouve, de pouvoir se dire que tu as aidé les équipes qui sont bien et qu'ils arrivent le matin avec le smile et voilà. Alors c'est pas toujours rose, hein. Et on a par exemple en ce moment une période particulièrement difficile pour plein de raisons. Mais voilà, t'es là. Comme elles m'ont dit cette semaine, elles m'ont dit c'est important de savoir qu'on peut compter sur vous quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, pour moi ça fait partie des choses importantes. C'est mon côté un peu sauveur. Elles arrêtent pas de me dire qu'elles vont m'acheter le t-shirt de Wonder Woman. Mais je pense que c'est ce dont j'ai besoin. En fait, j'ai besoin de cette reconnaissance. Ça remplit une partie de moi. Ouais. En fait, moi, ça c'est moi, c'est mes besoins, c'est ça. Donc d'être utile. D'être utile, ouais. Équipe. C'est ça. Ouais, c'est génial. Qu'est-ce qui a évolué? Parce que du coup, ça fait quand même maintenant depuis 14 ans que tu manages une équipe. Au départ, tu avais 2 ASV et maintenant, donc, tu as 15, je crois, tu as dit 15 salariés, avec une équipe qui évolue. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de manager? Parce que le soin, l'envie de prendre soin, de te sentir utile, a priori, ça, c'est ton ADN, ça a toujours été. Et en même temps, le management, ça s'apprend. Qu'est-ce que, avec le regard que tu portes aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de ce qui a vraiment évolué, qui est vraiment différent? En fait, je prends soin de façon beaucoup plus constructive.
Ok. J'ai découvert une notion qui s'appelle l'assertivité. C'était un truc, pour moi, ça a été une découverte complète, parce que finalement, c'est effectivement prendre soin, mais en se préservant. Si je résume à peu près, tu vas me dire si je me trompe pas. C'est une bonne manière de le dire. Définition. Et ça, c'était quelque chose que je ne faisais pas forcément avant. Okay. Et quand tu as 3 salariés, c'est à peu près possible de prendre soin de tout le monde en allant dans la même direction. Quand on a 15, ça devient beaucoup plus difficile. Et si tu n'imposes pas une marche à suivre et un cadre et un chemin vers lequel et une destination vers laquelle il faut que tout le monde aille, un objectif, ça se disperse rapidement dans tous les sens. Donc il a fallu que j'apprenne aussi à mettre un cadre, à dire non, à être plus directive. Et ça, c'était vraiment très très contre nature pour moi. Ouais. Donc c'est pour ça que maintenant je le fais avec beaucoup plus de conscience dans ce que je fais et dans pourquoi je le fais. La formation WonderVet a été un vrai aide pour moi dans ce chemin-là. Et donc voilà, j'ai appris, effectivement, je me suis formée, j'ai acquis des compétences de manager. Parce que voilà, au départ, tu fais ça un petit peu brouillon, tu fais ça au feeling, tu fais ça comme tu le penses. Et je pense que quand tu as une affinité pour ça, tu te trompes pas complètement. Oui. Mais il y a quand même des choses que tu pourrais faire mieux. Il y a des choses dont tu n'as pas forcément conscience, des petits signaux que tu ne vois pas, des erreurs à commettre que tu commets parce que tu sais pas qu'il faut pas les faire. Et voilà. Donc quand tu te formes, il y a quand même des erreurs que tu ne fais plus et des signaux que tu sais lire. Et c'est important. Tu prends mieux soin. En fait, la formation, ça sert à prendre mieux soin. Ouais. T'as un exemple comme ça qui te vient de signal ou d'erreur où tu te dis sur ça je vois que j'ai évolué parce que cette erreur je vais plus la faire ou ce signal j'ai mieux le capter. Alors essentiellement sur la communication déjà. Okay. Sur le fait de quand je vois que quelque chose ne se passe pas bien, qu'il y a quelqu'un qui râle ou quelqu'un qui est fatigué ou quelqu'un qui fait pas comme je voudrais que ce soit fait ou qui met de la mauvaise volonté ou parce que on a beau avoir une équipe formidable, ils ont tous leur haut et leur bas. Fut un temps où j'aurais peut-être un petit peu fui la situation, où j'aurais dit ça va s'améliorer, c'est pas de sa faute, ça va aller mieux. Voilà, là j'ai vraiment appris aujourd'hui, ou quand je vois 2 personnes, ça chamaille un peu. Aujourd'hui, je ne laisse plus du tout une situation potentiellement explosive s'installer. Dès que je vois, dès que je sens, dès que moi j'ai quelque chose qui me déplaît, je vais tout de suite au front. Tout de suite, je prends le temps. Alors, quand je dis tout de suite au front, je réfléchis. Tu vas pas avec la baïonnette, quoi. Voilà, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vrai que du coup, je laisse pas la situation dégénérer. Ouais. Et je vais tout de suite chercher les personnes concernées. Je bloque du temps dans le planning. Et voilà, je prends le temps de dire et avec l'intention, la bonne intention derrière ça aussi, j'ai appris le pouvoir de l'intention. Parce que quand tu te dis que tu vas quand même recadrer quelqu'un ou mettre le doigt sur une situation qui se passe pas bien ou voilà, c'est encore une fois, tu te sens un petit peu la mère fouettard et c'est une situation très inconfortable pour moi. Mais en fait, maintenant que je me dis non, mais si tu fais ça, c'est pas pour aller enguirlander la personne en face ou lui dire que c'est une mauvaise personne, c'est pas du tout ça. C'est tu le fais parce que tu sens que ça va poser problème à toi, à la personne, à l'équipe, au bon fonctionnement de l'organisation et donc tu veux résoudre le problème et l'intention est bonne derrière ça et depuis par exemple que je fais ça, je trouve que la communication est tellement plus fluide parce qu'en fait, j'y vais pas avec la boule au ventre, je sais pourquoi j'y vais avec les bons mots, avec la bonne intonation de voix, avec le bon discours et en fait, je trouve que les situations se résolvent avec une facilité parce que je suis entourée de personnes qui sont toutes de bonne volonté et quand il y a des choses qui se passent mal, c'est jamais parce qu'elles veulent mal faire, c'est tout. Oui. Oui, t'as développé une technique, un regard, une capacité à oser faire quelque chose d'inconfortable pour prendre soin. Et tu regardes ton équipe comme ayant de la bonne volonté de base. Tu vois, je pense que ça joue vachement en tant que manager aussi. Le biais que tu as au départ, c'est est-ce que tes salariés ils sont dans ton équipe ou est-ce que tu les regardes comme plutôt des jeunes qui veulent plus travailler, comme machin. Enfin, tu vois un peu ces stéréotypes qu'on peut entendre. Et j'entends que toi, tu les regardes plutôt comme des personnes de bonne volonté qui font du super travail. Et si ça se passe mal, c'est plutôt parce qu'il y a un problème que parce que c'est la norme qu'il faut sans arrêt. C'est chouette.
Alors, on peut faire une petite digression sur le catalogage des jeunes aujourd'hui. Je ne le trouve absolument pas vrai. Moi, j'en ai pas rencontré des comme ça, en fait. Parce qu'en plus, on a quand même beaucoup de stagiaires qui passent à la clinique. Ouais. Veto. On a beaucoup de remplaçants, du coup, parce que nos stagiaires deviennent remplaçants pour l'été. Alors, on a beaucoup de profils ruraux, c'est pour ça qu'ils restent pas, parce qu'en fait, ils viennent se former en canine chez nous, et puis après, ils partent faire de la mixte. Mais ils sont hyper motivés, ils sont hyper bosseurs, ils ont jamais de problème pour faire des gardes. Enfin, moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là, en fait. Et en plus, comme ils viennent pour se former et pour apprendre, ils sont très volontaires dans leur apprentissage. Ils se donnent les moyens d'acquérir les compétences qu'ils ont envie d'acquérir, et donc ils bossent, quoi. Non, moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai un sentiment de manque de confiance en eux. J'ai un sentiment de... Sentiment que eux manquent de confiance en eux, pas toi, Ouais. tu manques. Non. Ah non, alors ça c'est souvent quelque chose qu'ils nous disent. D'ailleurs, ils nous disent vous nous faites confiance hyper facilement. Avec Elina là-dessus, on n'a aucun problème à leur faire confiance. En fait, on leur donne les règles du jeu au départ. On part du principe que tu sais faire. Si tu sais pas faire, on part du principe que tu viendras nous dire que tu sais pas faire. Voilà. Donc en fait, on te laisse faire. Et quand tu sais pas faire, tu viens nous voir et puis il y a pas de problème. Et donc on leur apprend, et donc on les guide. Et là, il y avait une 6e année d'Alfort qui est venue faire un stage de 3 semaines. Ils font des stages un peu vie ma vie de généraliste. Je trouve ça génial. Et donc elle était pas très à l'aise sur les ovarios et tout, donc de chatte. Hein. Et donc, mais même après, elle a fini par faire une ovario de chienne quasiment toute seule, en fait, au bout de 3 semaines. Mais parce que on lui a dit, tu le sens? Oui, je veux bien, mais je veux bien que tu restes dans la pièce à côté de moi. Voilà, je suis restée à côté d'elle le temps qu'elle faisait son truc. Ça, c'était au début. Et puis après, elle a fini ses 3 semaines, son ovario de chat en complète autonomie. Elle demandait même, sur les 2 dernières, elle a voulu être chronométrée. Et donc, elle était passée de 51 minutes à 26 minutes. Elle était trop contente, quoi. Mais c'est elle qui a demandé à être chronométrée, en fait. Ouais. Donc, encore une fois, je trouve qu'ils prennent en main leur formation. Ils se donnent les moyens, et en fait, toi, t'as juste à mettre à disposition les moyens dont ils ont besoin, et ils s'en saisissent. Et ils le font super volontairement, et enfin avec beaucoup d'enthousiasme, je trouve, et de motivation. Donc voilà, je trouve que c'est pas vrai. Après, on dit qu'ils veulent absolument avoir un équilibre vie pro vie perso et qu'ils veulent plus travailler parce qu'ils préfèrent leur loisir. C'est pas vrai, et de 2, quelque part ils ont un peu raison, quoi. Enfin, nous on a bossé comme des malades pendant des années. Moi j'ai fait quelque temps effectivement à bosser 6 jours par semaine toute la journée, comme pouvaient faire nos anciennes générations avant la mienne. Bon, c'est pas très gai, quoi. On a beau faire un super boulot, et j'adore mon job, je suis aussi contente de pouvoir aller être avec mes enfants et les emmener au ciné, et ouais, d'aller passer un week-end à la mer. Enfin, il y a une vie en dehors du travail, quoi. Donc, ouais. Ils ont raison. Donc, voilà. Moi, je le vis pas comme étant un problème. Tu vois, je suis très contente de cette digression, parce que je pense que ça peut faire du bien aux jeunes générations d'entendre qu'il y a des personnes d'une génération Alfort 99 qui dit mais venez, moi je vous regarde comme hyper compétent, comme hyper motivé, comme tout à fait valable, et comme venez faire partie de notre équipe. Et je pense que c'est réparateur d'entendre des personnes d'une génération qui peut-être parfois plus souvent critiquer, mais je pense que tout le monde ne s'exprime pas, et je pense qu'il y a plein de gens qui pensent comme toi, qui disent moi je suis pas d'accord avec cette image qui est donnée, donc merci de l'avoir dit. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient avant qu'on arrive tranquillement sur la fin de cette interview que tu aimerais ajouter dont on n'aurait pas parlé? En fait, ça, pour revenir un petit peu à ce que tu disais au départ sur le fait que la clientèle et prendre soin de la clientèle, c'était important. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu aussi, parce que oui, effectivement, c'est hyper important pour moi. Moi, c'est ce qui me drive, me motive le matin quand j'ai trop envie d'y aller. Et après, je regarde mon planning et je dis j'ai Madame Gasquet. Oh, j'adore Madame Gasquet, elle est trop gentille. Et en fait, c'est eux qui me donnent envie, tu vois, de revenir bosser tous les jours. Parce que je pensais à ça parce que j'ai découvert il y a pas très longtemps qu'il existait des vétos qui voulaient faire que des remplats, parce qu'en fait ils avaient peur de se fixer quelque part, ou pas forcément envie de se fixer quelque part, parce qu'ils avaient eu des mauvaises expériences dans d'autres cliniques. Déjà, petite digression à la petite digression, avec les opportunités d'emploi qu'il y a aujourd'hui, rester dans une clinique alors qu'on se sent mal, je ne comprends pas. Alors
Peut-être parce que je sais pas, mais en tout cas, il faut bouger. Quand on se sent mal quelque part, il y a 10 000 milliards d'opportunités aujourd'hui. Il faut bouger, il faut pas subir, il faut être capable de dire, de s'écouter, de dire ça se passe mal dans cette clinique-là, ça se passera mieux dans une autre. Moi, pour en avoir fait un certain nombre quand même de cliniques, les ambiances sont différentes et les façons de travailler sont différentes. Et si on ne trouve pas ce qui nous correspond dans une clinique, ça veut pas dire qu'on ne trouvera pas ce qui nous correspond dans une autre clinique. Oui, Déjà, il faut bouger. C'est ça le message. Il y a de l'espoir en fait. Hein. Il y a de Bien l'espoir. sûr qu'il y C'est a pas de parce l'espoir. qu'il y a un endroit où c'est horrible que ça va être comme ça partout. Il y a des cliniques qui sont vraiment chouettes. Ouais. Venez à Saint-André-de-l'Or, il y a des cliniques qui sont super chouettes. Non, vraiment, il faut bouger. Peut-être si moi je peux ajouter un truc, parce que quand je dis il y a des cliniques chouettes, ça veut dire il y a des cliniques pas chouettes. Non, en fait, il y a des cliniques qui vont être compatibles avec qui on est, là où on en est dans sa vie, et d'autres pas. Mais moi, j'ai des souvenirs de personnes qui sont restées 5 ans, là où moi, au bout de 6 mois, je partais en hurlant et en fuyant à toutes jambes parce que j'en pouvais plus, et d'autres qui restaient 5 ans. Mais c'est pas la clinique qui est bonne ou mauvaise. C'est moi, j'étais pas du tout compatible et elle avait un niveau de compatibilité largement supérieur. Et donc, il y a des cliniques avec lesquelles les personnes qui aujourd'hui se sentent pas bien, dont tu parlais, peuvent se sentir bien à d'autres endroits. C'est chouette de le nommer. C'est ça, et c'est aussi important, je pense, de se dire que quand on est en adéquation avec une clinique à un moment donné, parfois, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne l'est plus. Ouais. Et que ça aussi, c'est OK. Parce que sa vie personnelle a changé, parce qu'il y a des choses, qui font que ça ne nous convient plus. Ouais. Et c'est pas grave. C'est la vie. Hein, c'est pour ça que je te disais, là, les 2 vétérinaires qui sont partis, c'est pour des raisons personnelles, ça leur convenait plus. Ça leur convenait plus. Et c'est la vie. Et c'est comme ça. Enfin, c'est OK, quoi, de se dire ça aussi, de se dire c'est pas parce que je deviens salarié dans une clinique que je vais forcément rester enchaînée à cette clinique toute ma vie. On a le droit de bouger. Je dis ça, je me desserre en disant ça, mais c'est vrai. Pour autant, il faut s'écouter et être capable de bouger. Et donc, pour en revenir aux soins de la clientèle et c'est ça qui me fait me bouger le matin. Cette relation de confiance qu'on peut installer avec sa clientèle. Moi, c'est ce qui me nourrit dans mon métier aujourd'hui. C'est vraiment ça qui fait, en dehors de mon équipe que j'adore aussi, mais c'est aussi mes clients. C'est des personnes que je connais depuis 14 ans depuis que je me suis installée, voire avant pour ceux que je connaissais d'avant, de Passy. Donc, il y en a que je connais depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'est une richesse absolument incroyable. Et la place qu'on peut prendre dans leur vie et qu'ils peuvent prendre dans la nôtre est une richesse absolument incroyable. Et on me demande aussi souvent, en fait, que ce soit une petite ville, ça t'embête pas? Des fois, tu rencontres les clients le week-end. Ben ouais, des fois, je vais faire mes courses et je rencontre mes clients. Et je trouve ça formidable, en fait, parce qu'on n'est pas anonyme, on est quelqu'un, ils nous reconnaissent, on les reconnaît, et c'est pas pour autant qu'ils vont nous parler de Kiki qui a mal à la patte et est-ce qu'on peut regarder la patte de Kiki? Pas du tout, les gens sont hyper respectueux. Ils nous disent Madame de Belle, ça fait plaisir de vous voir, passez un bon week-end, on se voit la semaine prochaine. Et puis voilà, ils passent leur chemin, c'est pas du tout intrusif dans nos vies. Et moi, je trouve ça vraiment très agréable et je trouve ça très riche. Donc voilà, ça vaut le coup aussi, je trouve, de se reposer un petit peu la question. Et je trouve que c'est peut-être que ça a changé, mais en tout cas, à mon époque, c'était pas assez mis en avant dans notre enseignement. De prendre soin des gens et pas que de l'animal. C'est ça. En tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui t'anime profondément. Et je trouve chouette de donner cette autorisation au veto, de dire vous avez le droit de vraiment kiffer ça. En fait, vous avez le droit de vous réjouir plus de voir Madame Gasquet que de voir son chien, parce que c'est ok en fait d'avoir vraiment une appétence pour les gens quand on est vétérinaire. Je pense tu le disais, il y avait quelque chose d'un peu dénigré de ah là là les proprios avec leurs chiens là. Et en fait non, on a le droit de kiffer ça. On a le droit de kiffer la clientèle. Et c'est ok si on kiffe pas, mais c'est génial si on apprécie le contact des gens parce qu'on les voit quand même tous les jours. Donc tant mieux. Génial. Et merci pour cet ajout, Delphine. Je vais te poser ma dernière question. Et pour faire ça, on va faire un petit saut dans le temps. On va imaginer qu'on est quelques années plus tard et que tu es à la retraite et que je te pose la question, tiens, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de ta carrière maintenant que tu es à la retraite? Elle est dure ta question. Que j'ai été utile. Et que j'ai aidé. Tu vois, que j'ai contribué à un peu comme avait fait le docteur Dupont pour moi quand j'ai commencé à travailler. Tu vois, me dire que
j'ai croisé la route de Delphine et j'ai kiffé mon métier de vétérinaire et je me suis épanouie dans mon métier de vétérinaire toute ma vie. Mais c'est valable pour ma clientèle aussi, voilà, qui disent Dr de Bell, elle avait sauvé mon chien, machin. Enfin, c'est des trucs qui sont importants. Enfin, me dire que quelque part j'ai contribué à rendre la vie de quelqu'un meilleure. Génial. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci Delphine pour ce moment avec toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vétomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vétomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.